accueillir notre première table ronde avec un titre « L'apprenance, l'art d'apprendre ». On continue. Alors, cette première table ronde porte sur la complémentarité entre apprenance individuelle et collective dans différentes formes d'organisation et peut-être avec une définition de l'apprenance. Je remercie Anne de s'être connectée avec nous à distance. Alors désolé, on avait prévu d'être tous en présentiel, mais comme vous l'avez compris, on sait réagir au dernier moment et s'organiser. Donc merci Anne. Nous sommes avec donc la table ronde 1, des personnes en présentiel, des personnes en distanciel. Et Séverine Kirchner va animer cette table ronde. Séverine est directrice de la gestion des connaissances au sein du CSTB et vice-présidente de Copain. Merci Séverine. Merci beaucoup et je remercie Yannick Papex de l'ADEME d'avoir posé la question puisque cette table ronde est entièrement dédiée à l'apprenance et autour de l'art d'apprendre en continu. Et donc, on va explorer ce terme, ce concept, et puis regarder aussi par des retours d'expérience, au travers des invités, comment ça peut se mettre en place, comment on peut impulser l'apprenance au sein d'entreprises, à l'échelle individuelle notamment. Alors, avec nous, pour en parler, 3 invités que je remercie. Bonjour à tous les 3. Je commence par toi, Muriel Semenri. Tu es directrice de la gestion des connaissances et de la standardisation pour les opérations mondiales business d'Essilor Luxottica. Alors, tu te décris comme une activiste de l'intelligence collective et une accro de la gestion des connaissances. Ta mission est de structurer et diffuser les connaissances techniques aux unités de production à travers une organisation apprenante mise en place depuis une dizaine d'années. Cela concerne notamment la formation opérationnelle de l'ensemble des usines et laboratoires de prescription d'Essilor, et on verra tout à l'heure comment justement tu as pu impulser tout ça au sein de ton entreprise et quels sont les challenges que tu as eu à avoir. Avec nous également Martin Rouleau-Dugage, merci d'être là. Donc, tu es cofondateur de la communauté de pratique des praticiens du knowledge management, COP1. Tu es aussi consultant KM, tu es un passionné par l'économie de la connaissance. Tu en as fait ta spécialité depuis 20 ans. Donc, tu as un parcours d'ingénieur, tu es passé par ingénieur dans l'aéronautique chez Dassault Aviation, consultant dans plusieurs établissements. Tu as été directeur du marketing et de la recherche et développement dans différentes filières de Schneider Electric. Tu as été directeur de KM chez PwC, directeur de l'innovation et de l'expertise chez Areva, et tu as été co-créateur du programme de knowledge management des connaissances de Framatome, qui est considéré comme un benchmark dans l'industrie nucléaire. Merci à toi d'être là. Et on va voir avec toi, avec toute l'expérience de cette communauté de pratique, comment justement il y a de l'apprenance là-dedans. Et enfin, tout cela est vrai, mais ça n'a pas été validé par les pairs. Anne-Hervé Mainviel, merci d'être là à distance. Tu es docteur en neurosciences, ingénieur de recherche, médiatrice praticienne en intelligence collective. Tu as à cœur de penser le monde autrement, de contribuer à mettre plus d'harmonie dans le vivre ensemble. Et en particulier, tu portes un message, en fait, l'idée qu'une mobilisation de l'intelligence collective, la capitalisation des savoirs, le garde des traces des expériences, les récits de vie des personnes sont des sujets incontournables pour faire évoluer notre société. Donc, tu as commencé ton chemin professionnel avec une formation initiale de physiologie, et puis tu t'es spécialisé dans les neurosciences, et puis on peut dire que ta carrière est découpée entre recherche et enseignement, vulgarisation et médiation, notamment au Palais de la Découverte. Et puis, depuis 10 ans, donc différentes missions à l'université, et tu accompagnes des individus et des collectifs vers une métamorphose humaniste. Bienvenue. Et j'aimerais commencer par toi, justement, pour répondre à cette question que tout le monde attend et qu'on s'est beaucoup posée. C'est de quoi parle-t-on quand on parle d'apprenance? Et puis, plus particulièrement, parce que c'est toi, je te poserai aussi la question, comment s'entrecroisent donc les neurosciences, le knowledge management et l'apprentissage dont on a beaucoup appris aujourd'hui? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Alors, il était prévu que je sois parmi vous, mais j'ai préféré donner la priorité à un cadre de sécurité et de vous parler à distance. Mais comme ça, je suis aussi en synergie avec les participants et les participantes qui nous suivent à distance. Je vous remercie pour l'invitation. Je me suis donné pour ambition, je vais vous mettre une petite musique, je ne sais pas si vous allez l'entendre ou pas, mais
Hop. Voilà. Est-ce que vous l'entendez, la petite musique? C'était donc je me suis donné pour ambition de poser le cadre de l'apprenance, puis de vous partager mes questionnements sur le lien que je vois entre apprenance, neurosciences et knowledge management, et cela en 10 minutes. Donc la mission que j'ai acceptée était l'impossible, et c'était ça que je mettais comme petite musique. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. Si. Pour être honnête, j'ai d'abord eu l'élan de dire non, mais un échange vraiment enthousiasmant avec Laurence Descos m'a fait changer d'avis. Avec Laurence, c'est l'histoire d'une vraie rencontre et aussi d'un clin d'œil à une femme inspirante qui est Bernadette Le Cerf Thomas. Et puis, il est vrai aussi que je suis assez friande des défis. On m'a dit hier que j'avais une qualité de présence à distance. Donc, voilà, c'est un nouveau défi à relever de ne pas pouvoir être là parmi vous ce soir, en fin d'après-midi. Et puis, je dois dire en fait que l'apprenance a été le fil rouge de ma vie, et ça depuis toujours. Mais sûrement de façon inconsciente pendant longtemps, et de façon de plus en plus consciente, et surtout depuis 3 ans. Et ça, c'est un petit clin d'œil à Étienne Collignon. Alors, une fois que j'ai dit oui, je me suis remonté les manches, et je me suis attelée à la tâche. Et je vais vous raconter l'histoire de cette mission pas si impossible, je l'espère. Ma formation scientifique m'a tout d'abord conduite à me poser la question apprenance, de quoi parle-t-on? Donc c'est peut-être ça qui va être le début de l'histoire. Et pour poser le cadre, j'ai en bande scientifique fait de la bibliographie, cherché le cadre théorique, les définitions. Et la première diapo que j'ai choisi de ne pas vous projeter pour être plus dans un esprit de narration aurait posé les 2 définitions que je vais vous lire. Celle de Philippe Carré, qui est chercheur en sciences de l'éducation, théoricien de l'apprenance. L'apprenance, c'est la disposition à apprendre tout au long de la vie, en adoptant une posture active face à l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Et la deuxième définition, celle d'Étienne Collignon, qui lui est praticien expert de l'apprenance. Pour lui, l'apprenance se définit par une attitude dynamique, consciente, permettant à une personne ou à un collectif d'accroître sa capacité de traiter des situations complexes de façon ajustée. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la différence entre apprenance versus apprentissage. Pour moi, l'apprentissage, c'est plutôt la capacité cérébrale qui permet d'acquérir de nouvelles informations, des expériences vécues, d'acquérir des connaissances, comme le disait Alice tout à l'heure. Et souvent, l'apprentissage est associé à la mémoire. Si je n'ai pas la capacité de rétention, de stockage des informations et de réactivation, je ne peux pas les utiliser. L'apprenance, quant à elle, est plus un état d'esprit, une démarche, une attitude, une posture qui vise à mettre tout en place pour, en conscience, être auteur, autrice de son apprentissage et de s'approprier pleinement cet apprentissage comme un outil pour bâtir son futur. Pour moi, l'apprenance place donc l'individu au centre de son apprentissage en valorisant une approche proactive et autonome, en approfondissant ses compétences. Selon moi, l'apprenance inclut et transcende l'apprentissage. Et en quelque sorte, si je reprends la définition de Guy Le Botter qui dit que la compétence, c'est vouloir, savoir, pouvoir agir en professionnel compétent, moi, je dirais que l'apprenance, c'est vouloir apprendre, savoir apprendre, pouvoir apprendre en professionnel et en expert de sa vie. Avec apprentissage, on met la focale sur la transmission. Avec l'apprenance, on met la focale sur l'agentivité, c'est-à-dire la faculté d'action de l'apprenant, auteur de l'apprenance, autrice de l'apprenance, sur la puissance d'agir sur son apprentissage. Alice mentionnait le terme d'apprendre à apprendre. Où est-ce que je le mets dans tout ça? Apprendre à apprendre, pour moi, sert à accompagner l'apprenance, à la guider, à la faciliter. Et c'est là le teaching dont on parlait tout à l'heure. Et comme elle l'a mentionné, c'est aussi apprendre à désapprendre qui est important, apprendre à réapprendre autrement, à déconstruire des habitudes
de penser à désapprendre des modèles mentaux qui parfois nous entravent. C'est le terme modèle mentaux étant le terme de Peter Senge. Et pour finir un peu ce cadre, je voudrais associer un nuage de mots, certains déjà prononcés, d'autres non, qui vont bien avec la prenance. Il y a d'abord curiosité, motivation intrinsèque, attitude, disposition, état d'esprit, je l'ai déjà dit, mais aussi auto-formation, proactivité, autonomie, mais aussi interdépendance. La prenance ne peut être dissociée de la remise en question, de la réactivité, de la réflexivité, je voulais dire, de la prise de hauteur. La prenance ne passe pas seulement par le mental, elle passe aussi, peut-être voire surtout, par le corps, le ressenti, l'écoute des émotions. Alice parlait aussi d'affectivité. La prenance, c'est une histoire sur le long terme, en continu, tout au long de la vie. Et enfin, la prenance, c'est cet état d'esprit qui nous permet d'évoluer dans un environnement incertain et de faire face à la complexité. Voilà un peu le cadre. J'ai déjà pris du temps, mais j'ai quand même envie de passer du temps à la question que nous apportent les neurosciences et les sciences cognitives sur la prenance, puisque c'était aussi une de mes ambitions. Sur l'apprentissage et la mémoire, je pourrais parler pendant des heures, hein, c'était le sujet principal de mon doctorat. Et si j'avais du temps, je développerais la neuroplasticité comme support de l'acquisition. Je vous parlerai de l'hippocampe comme structure au cœur du cerveau qui agit comme une gare de triage des informations et de leur réactivation. Des réseaux de neurones comme lieu de stockage des informations, du vécu et des souvenirs, mais aussi du rôle de l'attention, des émotions, du sommeil comme facteurs qui influencent ces processus. Sans oublier de parler de la perception, porte d'entrée vers le cerveau. Et là, il me semble important de rappeler que notre perception, la vôtre, la mienne, est complètement différente. Chaque porte d'entrée vers chaque cerveau est unique et singulière. Et ça, c'est ce qui fait que ma réalité n'est pas votre réalité. On parle de perception, apprentissage, mémoire, et où situer l'apprenance? Là, c'est peut-être plus au niveau des sciences cognitives, car avec l'apprenance s'invite la motivation, l'engagement, la curiosité, la réflexivité, la notion de sens, de conscience, de conscientisation. Je n'ai peut-être pas le temps, mais j'aimerais quand même dire que la motivation, selon Fenouillet, c'est 101 théorie de la motivation, met en évidence 3 leviers principaux qu'il ne faut pas oublier. La valeur des buts fixés, le sentiment d'efficacité, l'autodétermination et le contrôle. À être dans une situation choisie ou imposée, ça ne change pas, ça change vraiment tout. En 10 minutes, c'est compliqué d'aller plus loin que cela sur les connaissances du cerveau et je pourrais vous donner quelques références au moment du débat si vous le souhaitez. On a planté le décor. J'aimerais quand même, pour la minute qui me reste, je crois, pouvoir dire que l'apprenance ne peut pas être appréhendée hors sol. Elle ne peut pas être sortie d'un contexte, d'un environnement. Et si c'est une disposition profondément personnelle, vous l'aurez compris, qui permet d'avancer sur un chemin d'épanouissement en étant auteur et autrice de sa vie, l'apprenance est intrinsèquement collective. Elle nécessite une sécurité psychologique, elle est favorisée par un environnement riche en apprentissage partagé, en cross-fertilisation, et elle revêt une vraie dynamique relationnelle. Cette dimension collective dans un environnement favorable, c'est là que vient s'inviter, bien sûr, la coopération, la collaboration, la coopération. Et pour moi, j'ai envie de me poser la question, ne pourrait-on pas dire, je vais pas y arriver, ne pourrait-on dire que l'apprenance est le développement durable, volontaire et conscient de la connaissance et du savoir? Et c'est là
que le knowledge management s'invite dans l'histoire. Je suis convaincue que dans un contexte d'incertitude dans lequel on vit actuellement, le knowledge management a un enjeu fort. Parce que faire de la valeur connaissance une valeur essentielle est un moyen de permettre aux personnes de retrouver une motivation intrinsèque, notamment chez les personnes qui souffrent d'anxiété. Et d'autant plus si conjointement à cette valeur connaissance, on valorise la circulation de cette valeur connaissance comme un cercle vertueux pour permettre au système de voir la capitalisation, le partage et le transfert des expériences comme des boucles d'amélioration continue au sein des organisations. Merci Anne. Oui, je vais devoir te remercier. C'est une mission tout à fait réussie, j'avoue. Périlleuse, mais réussie. Et c'est vrai qu'on a envie de t'entendre encore. Et je pense qu'on Alors, va... Je vais juste me permettre de faire ma phrase de conclusion, si vous le voulez, okay. Parce qu'elle me tient à cœur. J'aimerais vous dire combien la longue préparation de cette courte intervention m'a été précieuse parce qu'elle m'a permis de retracer l'apprenance d'une vie et elle a permis de mettre de la clarté sur l'importance de l'art de se poser les bonnes questions et a mis en conscience le fait que mon principal souhait aujourd'hui est d'être une personne ressource et d'offrir ce que j'espère être ma qualité d'être et ma qualité de relation, pas ma qualité de synthèse ce soir, mais dans l'accompagnement de l'apprenance des autres personnes et particulièrement des jeunes générations. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Anne, merci encore. Et on retrouve Anne à la conclusion, donc vous aurez encore l'occasion d'écouter des paroles dont on s'abreuve parce qu'il y a de l'excellence et ça répond à beaucoup des sujets, je pense, et des questions qui sont posées aujourd'hui. Alors je me tourne à présent vers Martin Rouleau-Dugage. Donc tu as fondé une communauté de pratique. Et c'est vrai, et la question que je pose... Cofondée, oui. Et la question que je te pose, c'est comment l'apprenant s'invite dans les communautés de pratique. Comment on devient apprenant, finalement. Oui, quand on commence à... je vais prendre ça, oui. Je vais me mettre là. Quand on commence à s'intéresser au knowledge management, on arrive très rapidement à l'idée de communauté. C'est quelque chose qui vient tout de suite. On parle de communauté de pratique assez rapidement et on s'aperçoit que c'est effectivement au cœur de toutes les activités de knowledge management. Et là, le lien avec l'apprenant, c'est qu'on s'aperçoit quand on vit une communauté relativement longtemps que ce n'est pas seulement un lieu où on apprend, c'est aussi un lieu où on apprend à apprendre. Et je vais essayer de développer ça en racontant un peu l'histoire de Copain, qui est une double histoire. C'est merveilleux. Donc vous avez ici quelques photos qui montrent l'histoire de cette communauté de pratique. Donc c'est une communauté qui est née en 2003, à l'origine, à mon retour des États-Unis. Il existait à cette époque-là en France le club Gestion des connaissances, mais qui était plutôt un think tank sur le knowledge management. Et j'avais vécu aux États-Unis des réunions beaucoup plus horizontales de gens qui géraient des programmes de knowledge management et qui partageaient entre eux leurs expériences. La communauté, c'est avant tout un lieu où on se raconte des histoires. C'est le point de départ. Donc vous avez ici des photos de copains au cours des âges, la définition de la communauté. À droite, vous avez ici un dîner c'était en 2005, celui-là. Vous avez ici la photo centrale, c'est Louis Pierre qui était déjà membre de la communauté en 2005 et qui à cette époque-là n'était pas très actif. Depuis, il est membre du bureau. Voilà. Et puis en dessous, vous avez l'évolution un peu digitale de la communauté. Au départ, elle était très informelle. Maintenant, elle a un site, elle a une base de connaissances, elle a des forums de discussion, etc. Donc je vais raconter un peu l'histoire. Comment ça marche ça? Non, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Donc, quand on définit une communauté, si on prend la définition d'Étienne Wenger, qui est le concepteur du principe de la communauté de pratique, c'est domaine, communauté, pratique, c'est comme ça qu'on l'a défini. Le domaine, c'est qu'est-ce que nous voulons apprendre à mieux faire ensemble. Et donc, c'était le management des connaissances, comment on transfère, partage, comment on explicite, comment on capitalise, on diffuse les connaissances et comment on s'appuie sur les leviers, la culture, les processus, les contenus, la technologie pour faire ça. Donc, le domaine était assez clair, c'est ça le knowledge management. Et c'est ça qu'on veut échanger entre nous. La communauté, c'était des personnes qui étaient en charge de programmes de knowledge management dans leur organisation
et qu'il y avait une certaine conscience partagée que c'est pas facile et que ces initiatives heurtent quelque part la culture très, comment dirais-je, taylorienne de l'entreprise, puisque ça pousse à beaucoup d'interactions entre les personnes et des choses qui finalement n'apparaissent pas comme étant des choses très productives au moins au départ. Et une conviction qu'il y a beaucoup à apprendre de ses pairs. Et là, on retrouve cette idée qui a été évoquée tout à l'heure par Alice, qui est que finalement, on a besoin d'une communauté de pairs pour distinguer le vrai du faux et pour transformer une expérience personnelle en connaissance. Et enfin, une pratique. C'était quoi la pratique de la communauté? C'est des rencontres physiques, virtuelles, très souvent autour des retours d'expérience, très souvent autour de revues par les pairs. Voilà ce que j'ai l'intention de faire, qu'est-ce que vous en pensez? Des groupes de travail sur des problématiques que tout le monde rencontre et qu'on a envie de creuser un petit peu avant de les présenter aux autres. Une conférence annuelle, c'est celle qui est ici, et une plateforme digitale de collaboration, un dîner annuel. Il y a aussi le célèbre Barcamp en Normandie qui nous permet de réfléchir un petit peu. Voilà les pratiques. Et alors, si je raconte un peu l'histoire, ce qui est intéressant avec Copain, c'est que c'est une histoire longue. Au début, quand cette communauté a été créée par Denis Mingan et moi-même, et Elisabeth Bila aussi, qui ne sont plus là, mais c'était en 2003, on était au moment du pic du knowledge management. L'idée du knowledge management est née, bien sûr, avec la technologie. C'est né avec la gestion documentaire. On s'est aperçu que la gestion documentaire permettait de faire des choses que les librairies papier ne permettaient pas de faire. Et on s'est dit, oulala, on rentre dans une économie de la connaissance, c'est merveilleux, où les gens qui manipulent des symboles seront beaucoup mieux payés que les gens qui manipulent des objets lourds. Donc ça va complètement changer le monde. Il faut absolument qu'on ait dans les entreprises des Chief Knowledge Officers. Et donc on est arrivé à cette espèce de pic d'attente sur le knowledge management. C'est très à la mode d'en parler dans les années 2000, au début des années 2000. Ensuite, il y a eu effectivement une espèce de désillusion avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec le fait aussi qu'il y a eu quand même quelques problèmes économiques avec la crise des subprimes et des choses comme ça, qui a fait que tous les budgets qui étaient alloués au knowledge management ont commencé à s'effondrer. Et puis, depuis 2010, il y a une espèce de regain d'intérêt pour cette pratique, parce que dans beaucoup d'entreprises, la population vieillit, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui n'apprennent pas de la même façon, et comme dit Alice, les modes d'apprentissage ne sont plus les mêmes et qu'il faut quand même s'intéresser à la façon dont on le fait au mieux. Alors, Copain est né donc en 2003 à l'origine, communauté informelle, confidentielle, sans sponsor, juste une idée de 3 personnes. Et qu'est-ce qu'on a mis ensemble? Essentiellement une liste de gens qu'on connaissait, et on a commencé à créer des réunions. Et c'était des réunions où toutes les personnes qui étaient présentes étaient effectivement en charge du programme de KM, dans les entreprises qu'ils représentaient, qui étaient Renault, qui étaient Schlumberger, qui étaient Air Liquide, il y en avait beaucoup. Et en général, les grands groupes industriels. C'est des personnes qui avaient une certaine, un certain âge. C'est des personnes plutôt de 40-50 ans qui avaient une longue expérience dans l'entreprise et à qui on avait confié ce dossier sans savoir très bien comment ils allaient le faire et qui ne savaient pas très bien comment ils allaient le faire eux-mêmes. Du coup, l'intérêt de se rencontrer pour se dire, ben voilà, on a tous reçu la même mission, comment on fait, ça avait un certain intérêt. Et donc, on avait des réunions centrées sur les benchmarks, des revues de projet, de l'entraide. On avait beaucoup de visites de sites, parce qu'à cette époque-là, si vous remontez un peu avant la vidéoconférence et avant les crises des subprimes, on voyageait assez régulièrement et on pouvait se permettre de faire des réunions de copains à Toulouse et une autre à Bruxelles. Ça ne posait pas de problème auprès de nos chefs. Maintenant, ça ne passe plus. Et il y avait effectivement assez peu de capitalisation à l'époque. C'était vraiment purement, très, très souvent oral. Alors on est arrivé après cette phase 1 qui était une phase un peu de création, une deuxième phase qui était une phase un peu de désillusion. La crise des subprimes, les budgets de déplacement réduits, beaucoup de programmes de KM d'entreprise ont été suspendus ou en tout cas ont passé un petit peu en dessous du radar de la direction générale. Il y a eu aussi l'arrivée des plateformes collaboratives. On a cru que finalement ça allait résoudre tous les problèmes. Et ça, c'est complètement... L'idée n'était plus tellement de développer des programmes d'entreprise, mais plutôt des projets de KM. Donc les membres de Copain sont devenus un peu plus juniors. Ils étaient chargés plutôt de déployer des outils et des plateformes que de déployer des initiatives d'entreprise. Et on s'est rendu compte que pour arriver à faire vivre ça, il fallait quand même se structurer un peu plus et créer une association pour pouvoir disposer au moins d'une plateforme qui permettrait de capitaliser un peu tout ce qu'on apprenait. On n'était pas capable de faire ça
sans aucun financement. Et c'est ce qui nous a permis de faire un début de capitalisation avec aussi des nouveaux rituels, le dîner annuel, la conférence élargie à des invités. C'est des choses qu'on a inventées à cette occasion-là et qui a permis de faire vivre l'association et de la faire grandir. Et maintenant, on a une phase 3 qui est commencée en 2018, qui est le partenariat avec Schema, qui, en fait, raccroche Copain à une communauté de professeurs, de chercheurs et de consultants. Ce n'est plus seulement une communauté de pratique, c'est aussi une communauté de réflexion. Ce qui a permis de diversifier les modes d'apprentissage, c'est plus seulement du partage d'expériences, c'est plus seulement des retours d'expérience ou de la revue par les pairs, mais c'est aussi des tours de table, des groupes de travail qui réfléchissent à un sujet et qui l'approfondissent un petit peu. On a aussi adopté des outils collaboratifs, des bases de connaissances un peu plus structurées, donc il y a plus de capitalisation. Et je pense qu'on peut dire qu'on est devenu, ou on devient, un think tank aussi un think tank sur le management d'un système de knowledge management. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça sur le sujet d'aujourd'hui? On peut dire d'abord que si on regarde l'apport des communautés à l'apprenance, il y a effectivement toutes les personnes qui ont créé, qui sont membres de Copain ou qui viennent, ont une perception d'un écart entre ce qu'on leur demande de faire et la capacité qu'ils ont de le faire. Donc une espèce d'inconfort, de stimulus, comme disait Alice. J'ai un plan d'action, je me demande de faire des choses, je ne sais pas très bien comment je vais faire, et j'ai besoin de l'apport des autres, d'autres personnes qui sont confrontées au même problème pour le faire. Et la communauté de pratique, c'est le tiers de confiance. C'est la capacité d'exposer ses intentions, d'exposer ses projets ou ses peines, d'ailleurs, à des personnes qui n'ont aucune raison de vous mettre des bâtons dans le roues, au contraire. Donc, composé de pairs, sources d'idées et d'entraide confidentielles. Confidentiel, le terme de confidentiel est important, ça fait vraiment partie du cœur de l'activité d'une communauté. Et puis cette idée aussi que pour qu'une connaissance personnelle devienne véritablement quelque chose que je peux diffuser dans mon organisation ou sur lequel je puisse m'appuyer, il faut que ce soit validé par des pairs. Il faut que ce soit validé par des personnes qui ont vécu à peu près les mêmes choses. Et donc qu'elles soient validées, puis formalisées et mémorisées. Donc on voit ici que les communautés apportent quelque chose à l'apprenance des organisations, parce que c'est l'endroit où les expériences que je veux avoir se transforment en savoir, quelque chose qui peut être enseigné, qui peut être capitalisé. Et d'autres choses sur l'ingrédient d'une communauté qui marche, et là je retombe un peu sur cette idée du lien social qui existe entre les personnes et qui est une source d'apprentissage, enfin une source d'apprenance en fait, c'est qu'une communauté qui marche se fonde sur les relations affectives entre les personnes. Et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi ça se construit au cours d'une longue période de temps. On ne construit pas des liens immédiatement. Il faut du temps pour que la bande passante de communication entre les personnes s'élargisse. Et elle s'élargit par la confiance et elle s'élargit par le temps aussi. Donc, pour que ça dure, il faut des rituels. Des rituels pour maintenir l'attention, pour maintenir des liens entre les membres. Alors, au début, une des raisons d'ailleurs du succès de Copain, c'est qu'on se voit une fois par mois. Et ça, c'est vrai depuis le début. On n'a jamais dérogé à cette loi-là. Viennent qui veulent, on n'est pas obligé de venir. Mais ça a lieu une fois par mois. Il n'y a pas seulement ce rituel-là, il y a aussi le rituel que j'ai exposé après, le dîner annuel, la conférence. L'idée de la conférence, initialement, c'était tout ce qu'on a appris, il faut qu'on ait un auditoire pour pouvoir le diffuser et montrer à nos chefs qu'on ne perd pas notre temps. Il y avait aussi un peu cette idée-là. Il faut des rituels, il faut des membres piliers, c'est-à-dire des personnes qui sont présentes depuis longtemps et qui sont garantes de la culture, donc de la continuité culturelle, du respect des règles et de la communauté. Ils peuvent évoluer autour du temps, mais il faut qu'il y ait des points de repère. Des points de repère dans l'organisation. Il faut aussi qu'il y ait des points de repère dans les experts. Il faut qu'il y ait des gens dans la communauté qui ont beaucoup travaillé le sujet et qui sont crédibles et pour éclairer les autres et qui soient visiblement crédibles. Il faut aussi un renouvellement des membres. Sinon, on finit par raconter à peu près toujours les mêmes choses. Et donc, à la fois pour transmettre ce qu'on sait, mais à la fois pour innover, il faut qu'il y ait une espèce de rotation de membres pour apporter des choses nouvelles. Non, c'est bon? Non, c'est pas bon du tout, je dirais. Et enfin, c'est fini? Ah bon, c'est fini. Justement, un financement qui était le dernier pour pouvoir capitaliser tout ce qu'on fait, mais il faut quand même un minimum de sous. Et au départ, on a eu quelques soucis avec ça. Voilà, j'arrête.
Merci beaucoup, Martin. C'est vraiment cette conférence. Voilà, le secret, c'est normalement une conversation rapide, mais en fait, on est tous frustrés. On aimerait bien continuer plus, mais le temps passe. Et j'aimerais du coup passer la parole à Muriel Semery. Donc là, on va rentrer dans l'apprentissage vraiment très opérationnel. On va rentrer dans une entreprise, voilà. Une entreprise et comment, à l'échelle, comment le collectif va pouvoir se mobiliser pour que des individus deviennent apprenants. Voilà, je te laisse la parole. Alors pour commencer, d'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai juste quelques slides d'introduction sur Essilor-Luxottica pour poser le contexte, qui est très différent de Copain, hein, où on est vraiment à un contexte industriel. Donc, en quelques mots, Essilor-Luxottica, j'espère que vous connaissez le nom Essilor, mais qu'est-ce qu'on est ? On est une entreprise européenne qui vient de la fusion d'Essilor, leader mondial des verres ophtalmiques, donc des verres qui corrigent la vue, que vous avez sans doute tous sur le nez, et des montures avec Luxottica, qui était le leader mondial des montures. Voilà. Donc, on est une entreprise intégrée verticalement. On a des magasins, donc on acte depuis la conception des verres de lunettes ou des montures jusqu'à la vente, avec 18 000 magasins dans le monde. Et on est toujours le leader mondial. Une mission, je dis juste un petit mot sur la mission parce que j'en suis très fière, ça me tient beaucoup à cœur. Donc, notre motto, c'est See More and Be More, donc aider à voir. Et on est très fiers d'aider à la diffusion d'une bonne correction visuelle dans le monde via une fondation, via des différentes actions qui ne sont pas toutes philanthropiques. Il y a des actions philanthropiques, mais pas d'autres. Sachant que la première cause de cécité dans le monde, c'est la mauvaise correction, ce qu'on ne sait pas. Quand vous avez une correction de -8, vous êtes considéré comme un aveugle. Voilà. Donc, des actions dont je suis encore une fois très fière, que vous pouvez retrouver sur nos sites intranet. Je n'ai malheureusement pas le temps de détailler. On est plus de 190 000 personnes dans le monde. Voilà, donc on n'est pas uniquement en France avec quelques magasins. On a un portefeuille de marques, vous en connaissez sûrement certaines. Donc il y a la marque Essilor, il y a Varilux, mais il y a aussi Ray-Ban, Persol, Prada, Gucci, Oakley. On a 13 000 brevets et encore une fois 18 000 magasins dans le monde entier. Un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars, avec quasiment la moitié du chiffre d'affaires dans les Amériques. Alors, de quoi on parle si on vient maintenant sur mon sujet qui m'intéresse, sur la prenance. Donc, je vais vous parler de deux sujets. Je vais vous parler d'abord de la communauté Loft qu'on anime avec mon équipe qui a commencé il y a une dizaine d'années. Et puis, je vais parler aussi des bases de données et expliquer que pour moi, ça ne suffit pas d'avoir une base de données de connaissances pour connaître. Alors, donc, mon scope, c'est quoi ? C'est les industries. Donc, sur cette carte, vous voyez où est-ce qu'on est. Donc, on a en termes d'industrie deux types d'usines. Des usines qu'on appelle de masse production. Donc, il y en a une trentaine dans le monde. Et puis, des unités de fabrication à la demande. Ça, on en a à peu près 180 dans le monde. Car vos verres de lunettes sont faits à façon. C'est de la haute couture que vous avez sur le nez. Et ça représente à peu près 20 000 ouvriers. Et grâce à cette communauté apprenante qui s'appelle LOFT, Learning Organization for Tomorrow, qui a été fondée non pas par moi, mais par mon prédécesseur il y a plus d'une dizaine d'années, on arrive avec une toute petite équipe centrale, moins d'une quinzaine de personnes, à atteindre 20 000 ouvriers et à faire en sorte que ces opérateurs ils sachent fabriquer les verres. Et pourquoi ça marche et comment ça marche ? On va rejoindre des concepts qu'on a évoqués, que Alice a évoqués ou que Anne a évoqués. Donc d'abord, un concept qui est la communauté. Cet apprentissage qui est très opérationnel, c'est quels sont les boutons que je vais régler sur la machine, il est fait grâce à des pairs. Donc un ouvrier va apprendre à son collègue comment il va devoir manipuler la machine. Donc, on retrouve tout ce que vous avez dit précédemment sur l'expérience, c'est-à-dire non pas lire une note qui explique ce que je dois faire, mais avoir une expérience humaine, une expérience collective qui marque beaucoup plus et qui est beaucoup plus efficace.
et qui fonctionne. Si je vous donne, vous avez, certains pour vous, des jeunes enfants, vous avez une voiture, vous donnez à votre enfant la notice de la voiture qui fait 80 pages. Vous lui dites maintenant tu conduis, ça ne va pas marcher. Bon. Donc il faut une expérience. Il faut avoir une transmission de père à père. Et ça va se faire avec un père qui est très, très, très proche localement. Et donc ça va marquer beaucoup plus un opérateur. On a aussi évoqué tout à l'heure l'erreur, et ça rejoint l'apprentissage actif. Actif, ça veut dire je ne t'explique pas comment tu vas manipuler la machine, je ne t'explique pas comment tu vas démarrer la voiture, mais je te demande, mais à ton avis, comment on démarre la machine? À ton avis, comment on l'arrête? À ton avis, entre ce produit, lequel est un produit pour myope et un produit pour hypermétrope? Et encore une fois, toute cette notion d'échec d'apprentissage va être beaucoup plus efficace que juste expliquer. Donc tout cet apprentissage va aussi, on est en production, donc il faut que ce soit économique. On a un seul objectif, enfin faire des verres qui répondent à des critères de qualité, mais aussi des objectifs de productivité et de coût. Et donc le fait de démultiplier, ça va permettre d'être beaucoup plus efficace à un niveau global de l'entreprise. On a aussi évoqué tout à l'heure la sécurité et l'insécurité. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu d'échec, mais le fait d'être en sécurité dans un collectif, que ce soit un père qui est passé par la même phase d'apprentissage précédemment apprenne, ça met en sécurité et ça apprend. On observe, et c'est quasiment un effet magique, qu'une usine dans laquelle on va mettre en place un programme de quelques demi-journées ou de quelques jours d'onboarding des newcomers voit son taux d'attrition, donc son taux de départ. Ça coûte très très cher d'embaucher quelqu'un qui reste un mois et qui part. On peut avoir des usines dans certaines zones avec 20% de turnover par mois. Donc vous imaginez, vous embauchez 100 ouvriers, il y en a 20 qui partent, ça coûte une fortune. Le fait d'onboarder les gens et de les onboarder intelligemment, c'est pas juste je distribue une plaquette de l'entreprise, mais je les accueille, ils expérimentent, ils touchent des verres, ils touchent du matériel. Ça peut permettre de réduire, mais de manière tout à fait drastique, le turnover. Voilà, donc des concepts qu'on a explorés tout à l'heure en apprentissage. Quand on va s'adresser à des populations ingénieurs ou managers ou techniciens ou cadres, là, on va aussi avoir une problématique d'apprentissage. On peut, quand on est une direction de knowledge management, diffuser des bases de connaissances bien structurées avec des métadatas, avec une user interface, un moteur de recherche, des données validées, des vidéos, etc. Et ça ne suffit pas parce que les gens n'y vont pas. Il ne suffit pas d'avoir accès pour y aller. Et aujourd'hui aussi, comme Alice l'a très bien expliqué, on a une accélération du digital. On peut créer, en mettant en place un nouveau système digital, de la peur, de la frustration, de l'échec. Et là, si l'échec est trop fort, c'est à nouveau un taux d'attrition, le burn-out, les arrêts maladie, etc., qu'on voit dans certaines entreprises. On a aussi des changements qui peuvent être très violents de structure, la poste qui devient la banque postale, les moteurs thermiques qui deviennent des moteurs électriques, etc. Donc, le fait d'être dans un collectif, ça va beaucoup rassurer. Donc, ce qu'on a mis en place au niveau, cette fois-ci, plus management, c'est aussi des communautés d'apprentissage de pair à pair, donc des centres d'excellence qui vont permettre de mettre en sécurité et de pouvoir échanger, de créer l'affectif dont on parlait, les erreurs, mais de garder l'erreur ou l'échec dans un cercle, on va dire, de confiance, pas aller trop loin. Des systèmes de partage de bonnes pratiques, et pas seulement sur un site web, mais aussi de pair à pair pour que les personnes partagent. Des systèmes de partage d'usine à usine, des systèmes au niveau du continent. Et tout ça va permettre non seulement d'avoir un apprentissage plus rapide, mais aussi de faire grandir la société et de mettre les individus dans une perspective de toujours apprendre, d'être en confiance. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est un motto que j'aime beaucoup en knowledge management. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça bouge tous les jours. Il y a tout un environnement très, très large de données, d'intranet, de nouvelles régulations, etc. Mais il est nécessaire, et c'est vital pour un service de knowledge management, pour un département de knowledge management, de toujours aller vers les individus et les groupes en leur disant tu ne sais pas, ça doit exister quelque part. Comment tu fais pour atteindre, pour avoir accès à la connaissance? Comment tu peux
aller voir dans les bases de données, tu peux te poser la question, tu peux aller voir tes pairs. Donc, aider les gens à apprendre, pour moi, c'est vraiment une dimension clé dans le domaine du management. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Muriel. Et je Merci. pense que j'ai respecté mon temps, Mais c'est parce magnifique. que j'ai appris à respecter mon temps. Voilà. J'ai souffert. Hein. Muriel, c'est top. Non, merci beaucoup. On va passer aux questions, au débat, vos réactions, vos propositions d'apprenance chez vous, dans vos entreprises. Voilà. Oui, première question. Je vois qu'il y en a une ici. Bonjour Muriel, donc une question pour vous-même dans ce que vous avez présenté chez EssilorLuxottica. Quel est le modèle économique derrière la connaissance et sa propagation? Est-ce que c'est un budget central, une taxe prise sur le chiffre d'affaires, des choses distribuées en fonction des divisions, quelque chose juste culturel dans lequel l'avancement des personnes se fait en fonction de critères subjectifs de transmission? Vous pouvez nous expliquer comment tout ça tourne? Parce que souvent, ce n'est pas juste mise à disposition des informations qui fait le comportement. Ouais, c'est extrêmement décentralisé. C'est-à-dire que moi, je suis rattachée au niveau corporate, on va dire, hein, et j'ai une petite équipe avec moi. Mais il y a des personnes dans chaque usine qui s'appellent des Loft Master Trainers, qui eux-mêmes vont organiser localement l'apprentissage des opérateurs, par exemple. Les formateurs sont des formateurs locaux, qui sont des formateurs à 10% de leur temps, donc des formateurs occasionnels, ce qui permet d'avoir une très, très grande flexibilité en termes de charge de travail. Donc, quand ils forment, ils ne sont pas en train de produire nécessairement, mais tout ça, ça permet d'ajuster avec les demandes. Il y a un système de certification qui est aussi local. C'est les managers de proximité qui vont certifier les connaissances. Les documents de connaissances sont gérés à un niveau central, mais sont tout à fait adaptés localement. Donc, pour prendre un exemple, il y a une nouvelle machine qui va être définie, une nouvelle machine pour vernir les verres qui va être définie en centrale. Associé à cette machine, on va faire des notices, un ensemble documentaire, et puis un module de formation pour les opérateurs qui va sans doute être en anglais. Mais tout ça va être adapté localement par les usines, ce qui permet d'avoir la bonne langue, d'adapter au contexte local, d'adapter à l'organisation des flux locaux qui peuvent être un peu différents d'une usine à l'autre. Donc un budget central qui est très réduit et qui s'appuie vraiment sur une organisation en réseau. J'ai répondu à votre question, Raphaël. Raphaël. Attends, je te passe le micro. Et après, je rappelle juste, pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser des questions. Et d'un point de vue culturel, comment favorisez-vous cette apprenance, donc cette appétence pour effectivement le programme? Alors, Martin a beaucoup cité les rituels. Donc, il y a des rituels qui sont des meetings réguliers, donc à différents niveaux, de pays à pays avec des experts métiers. Avec les master trainers, on en avait un ce matin où un master trainer qui sont des personnes qui ne sont pas cadres vient présenter. Ce matin, il y avait par exemple un Chinois, donc une master trainer chinoise, qui a présenté à ses pairs ce qu'elle avait mis en place en termes de challenge d'innovation pour des techniciens locaux. Donc, rituel, partage d'expérience, aller voir dans les bases de données, etc. Donc, on repasse les mêmes messages, vous cherchez quelque chose, ça existe déjà, allez-y, etc. Merci. Peut-être une dernière question, Sia, pour qu'on rétablisse un peu le timing de la pause et après de la deuxième table ronde. Est-ce qu'il y a une question en ligne, Francisco? Non. Et n'hésitez pas à vous présenter quand vous posez les questions, comme ça. Bonjour, donc je me présente, Céline Abou de la société Eramet. Merci beaucoup à tous les trois. Anne, j'ai beaucoup apprécié votre intervention et notamment sur le fait que pour favoriser l'apprenance, si j'ai bien compris, il ne faut pas hésiter à se remettre en cause et à mettre des changements en place des changements profonds au sein des organisations, tout en maintenant malgré tout une certaine sécurité dans l'environnement pour que les personnes se sentent en sécurité et puissent malgré tout soit dans l'apprenance et dans favoriser l'apprenance. Donc comment parce que là nous on est en pleine réorganisation,
Donc, comment, dans un système comme ça, en pleine réorganisation qui crée, je ne vous le cache pas, quand même beaucoup de peur pour nos employés, comment se dire, voilà, on est malgré tout dans un système sécuritaire et donc ça favorise l'apprenance malgré ces changements profonds. Merci. En quelques mots, hein, Anne. Je ne sais pas comment le dire. Ah, ton micro est coupé, Anne. On ne t'entend pas. Voilà. Oui, c'est mieux comme ça. Avec le micro ouvert, c'est mieux. Et en quelques mots, c'est impossible. Mais il y a quelque chose qui, moi, m'a été un moment d'eureka, d'épiphanie, c'est de dissocier l'incertitude et l'insécurité. On vit dans un monde incertain et on a besoin d'un cadre de sécurité, d'une sécurité psychologique. Et en fait, si on regarde l'évolution, là c'est la biologiste qui parle, quand la vie évolue, c'est parce que les conditions extérieures sont incertaines, ça change, ça bouge, mais quelque part, il faut maintenir une forme d'homéostasie intérieure, un équilibre intérieur. Et ça, les communautés, on l'a dit, des gens de confiance, c'est très très important pour se dire, voilà, je vais essayer des choses, je vais peut-être faire des erreurs, mais Alice le disait, c'est vraiment réintégrer l'erreur comme une source d'apprentissage et pas je dois tout faire bien, parce qu'on perd tous nos repères dans un monde incertain. Encore plus, on parlait d'un monde VUCA, maintenant il est banni. Alors, je ne vais pas faire l'acronyme, je ne l'ai pas en tête, mais ça devient de plus en plus mouvant, de plus en plus inconfortable. Mais dissocier l'insécurité et l'incertitude me semble une chose importante. Merci beaucoup. Merci. Merci.